L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Du coup, la question, t'intéresse, si j'ai bien compris? Oui et non. Enfin, disons que pour moi, personne ne nous a jamais visités, donc c'est, je peux défendre la raison pour laquelle je pense qu'ils ne nous ont jamais visités, et voilà. Mais enfin, la question, elle est pourquoi nous visitent-ils? C'est pourquoi est-ce qu'ils nous, à la limite, pourquoi est-ce qu'ils nous visiteraient? Ça, oui. Mais pourquoi est-ce qu'ils nous visitent? Ça laisse à supposer que, il est sûr et certain qu'ils nous visitent. Or, tout laisse à penser que on n'a jamais été visité et qu'on sera jamais visité. Et que c'est ok, sans vouloir faire mon Montessori ou mon Montedésiré. Il est très certain qu'on ne sera jamais visité. Et ça a des implications philosophiques, le fait que ça, d'ailleurs. D'accord. Donc, si je comprends bien, tu es absolument persuadé qu'on n'a pas été visité. Je vais quand même te demander, si ça ne te dérange pas, sur une échelle de 0 à 100, 0 étant la certitude qu'ils ne sont jamais venus, 100 étant la certitude qu'ils sont venus, où est-ce que tu placerais ton curseur? Je dirais 5. Peut-être 10. Allez, je vais être rêveur et je vais dire 10. Il y a une chance... Non, même pas, ça fait une chance sur 10. Je vais dire 1. Voilà, il y a 1% de chance qu'on ait été visité. Donc il reste 1%. Oui, il reste 1% parce que... imaginez que c'est absolument sûr et certain, ça voudrait dire que ce qu'on sait de l'univers est exhaustif. Or, c'est pas le cas. Et il y a plein de cas, déjà pour toutes les choses que je connais, et surtout pour toutes les choses que je connais pas, il est possible qu'en réalité, on ait déjà été visité, et que les règles de l'univers qui font qu'il est très improbable qu'on ait été visité, c'est juste qu'en fait, on ne les connaît pas. Donc, par humilité, je vais dire qu'il y a une chance. Et je serais très heureux qu'on ait été visité, parce que si on a été visité, ça a également des implications philosophiques qui sont plutôt intéressantes. Donc ce serait pas une si mauvaise nouvelle. Voilà. Donc je dirais 1%. Mais du coup, ça voudrait dire, imaginons on a donc 2 cas qui sont mutuellement exclusifs. On a été visité. On n'a jamais été visité. Si on a été visité, on est donc en 2026, après avoir été visité. On est sur une terre qui est quand même assez complexe. Il y a des guerres, il y a des trucs terribles. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que dans toutes les choses qui auraient pu finir l'humanité, le fait d'avoir été visité par des extraterrestres n'a pas été un grand filtre. Parce que si on a été visité, et attendu qu'on est toujours vivant et qu'on n'a pas subi le Judgment Day à la Independence Day, ça veut dire qu'en tout cas, on a au moins une itération où on a été visité et les aliens n'ont pas eu comme projet de nous éradiquer ou de nous voler la Terre. Ce qui veut dire qu'en moyenne, il est un peu plus probable que si on est visité, le projet de nous éradiquer n'est pas le projet principal. Parce qu'on a, même si une colombe fait pas le printemps, si on a été visité, on a une itération du fait que être visité n'équivaut pas immédiatement à l'extinction des êtres intelligents sur la planète. Ce qui veut dire également qu'en moyenne, quand les êtres intelligents évoluent, ils comprennent que la violence n'est pas la réponse. Parce qu'en moyenne, nous dans l'histoire, ce qu'on voit, c'est que quand il y a des extraterrestres qui arrivent, par exemple des Espagnols qui arrivent en terre américaine, la tendance à éradiquer tout ce qu'il y a sur le passage pour pouvoir voler les terres, c'est une tendance du vivant.
parce que attendu qu'on est du vivant, c'est peut-être pas une particularité humaine d'être violent et de prendre l'espace. C'est peut-être une particularité qu'on pensait être attribuée aux vivants. Or, si on a été visité et que ça n'a pas été le cas, on ne nous a pas colonisés, alors ça veut dire que c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'être humain, parce que en évoluant, peut-être il comprendra que la violence n'est pas la réponse à tout, même quand il va à un endroit si peu endémique pour lui qu'il en change de planète. Intéressant. Il me vient une question après ce que tu viens de dire. Tu as parlé, par exemple, que si les extraterrestres sont venus, ils n'ont pas eu comme projet de nous éradiquer. Pourquoi y aurait-il un projet dans le sens où pourquoi serait-ce une forme forcément intelligente? Oula, j'ai pas compris ta question. Tu peux répéter? Tu as dit que par exemple si les extraterrestres sont venus, pourquoi seraient-ils par exemple porteurs d'un projet en venant? Bah, ils avaient déjà le projet de venir, attendu qu'ils sont arrivés. C'est que au moins ils ont développé une technologie suffisante pour venir. Si ils viennent, c'est déjà le fait de venir veut bien dire qu'ils sont venus parce que la Terre a une particularité. La seule particularité que je connais sur la Terre dans le système solaire, c'est le fait d'accueillir la vie. Encore qu'il peut y avoir de la vie autre part, sur Encelade ou sur d'autres, enfin j'en sais rien moi. Mais oui, dans l'absolu, peut-être qu'ils sont venus et qu'on n'a strictement rien à voir avec le projet, mais en tout cas ce qu'on sait, c'est que si ils sont venus, alors le projet d'éradiquer la masse biologique principale, parce qu'on correspond à la masse biologique principale entre notre masse biologique et la masse biologique qu'on utilise pour se nourrir, c'est 80% du vivant, ou même plus que ça encore. Donc en tout cas, à minima, on sait que le but d'éradiquer la vie n'était pas leur projet, vu que s'ils nous ont visités et qu'on est en 2026, on est toujours vivant en 2026, donc c'est pas leur projet. Or, il y a peu de chances que le vivant que compose l'extraterrestre soit radicalement différent de nous. Il n'y a aucune raison, parce que rien dans la matière baryonique ne laisse à penser que autre chose qu'une vie basée sur l'atome de carbone se développe. On peut imaginer qu'on soit, sinon des frères, en tout cas des cousins, en tout cas liés à la chimie. Donc, ça voudrait dire que le vivant, de base, quand il va visiter d'autres planètes, n'a pas comme projet d'éradiquer la vie, ce qui est une bonne nouvelle pour le vivant. À savoir qu'on est du vivant, donc c'est une bonne nouvelle pour nous. C'est ça que je voulais dire. Après, si le projet c'est uniquement de visiter, à nouveau ça veut dire que le projet principal en tout cas n'est pas d'éradiquer. Peut-être que c'est un projet secondaire et que d'abord ils visitent et que peut-être qu'on sera éradiqué plus tard. Ça c'est le champ des possibles. Mais ce que je dis c'est qu'en tout cas, si on a été visité et qu'on est en 2026, on n'a pas de preuve que le projet principal c'est d'éradiquer, parce qu'on est toujours là. Ça veut pas dire que c'est peut-être pas un projet secondaire, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est un genre de biais du survivant, je suis d'accord, mais ça permet de tenir des conclusions sur ce qu'est le fait de visiter une autre planète, parce qu'on a au moins une itération où si on a été visité, l'être le plus intelligent, qui est celui qui visite, n'a pas eu comme projet principal d'éradiquer la population visitée. D'accord. Ceci étant, de partir du coup du postulat que la vie serait forcément, similaire à la nôtre, si j'ai bien compris. Oui. Et rien ne laisse à penser que la vie pourrait se développer de façon radicalement différente à la nôtre. C'est vrai que dans la science-fiction, on a tendance à penser ça, mais déjà, il n'y a aucune raison que la vie ne soit pas basée sur le carbone, autre part dans l'univers. Parce que ça, déjà, ce serait une énorme différence. Si, par exemple, on commençait à avoir une vie développée qui se développe par rapport au silicium, ou par rapport à l'argile, ou tu vois, n'importe quel atome qui a des liaisons covalentes qui permettent... en attendant, l'univers semble être hétérogène et isotrope. En gros, ce que ça veut dire, c'est que il y a aucune raison d'imaginer que ailleurs dans le cosmos, les règles de l'univers soient différentes de celles qu'on connaisse.
Si en revanche on arrive à trouver la preuve que non, l'univers n'est pas forcément isotrope, bon bah là, mon raisonnement n'a aucun sens. Mais attendu que c'est ce qui semble être le cas. Il n'y a pas de raison que la matière baryonique soit différente à l'autre bout de l'univers. Alors les liaisons covalentes et les électrons ne devraient pas se comporter différemment de nous. Attendu ce constat, il est extrêmement probable que la vie se développe autour de l'atome de carbone. Même si elle se développe dans des conditions très différentes, par exemple avec beaucoup moins d'oxygène, des comburants et des carburants différents, en attendant, le feu sera primordial, la vie technologique ne risquera très certainement pas de se développer sous l'eau. C'est très peu probable, la technologie a besoin du feu pour pouvoir évoluer. Bref, il n'y a pas de raison que le vivant soit radicalement différent de nous. Il va pas y avoir des licornes ou des Harry Potter ou ce genre de choses. Il y a aucune raison que ce soit le cas. Donc, réfléchir sur ce qu'on est et sur le fait qu'on aurait été visité et qu'on n'ait pas été éradiqué, c'est déjà un renseignement sur ce vers quoi, en moyenne, la vie pourrait tendre. Moi, je pense qu'on n'a jamais été visité pour des raisons de perméabilité et permittivité du vide, en gros de la vitesse de causalité ou de la vitesse de la lumière dans le vide. Ça me semble improbable, mais si c'est le cas, bah c'est une bonne nouvelle. Et si c'est pas le cas, bah c'est une bonne nouvelle aussi. Donc tu es plutôt en fait optimiste sur le, peu importe la réponse à la question, c'est optimiste. Oui, je suis optimiste parce que si on n'a pas été visité, ça veut dire que on n'est pas forcément seul dans l'univers, dans l'absolu, mais on est seul dans le sens où il est très peu probable qu'on ait les capacités un jour de se rencontrer avec d'autres êtres intelligents. La probabilité qu'il y ait d'autres êtres intelligents dans l'univers, elle tend vers 1. Pour moi, elle est quasiment certaine. Il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas d'autres êtres vivants et voire même intelligents dans l'univers. C'est une quasi-certitude selon moi. Ça ne regarde que moi et la plupart des physiciens, mais je suis pas physicien, mais la plupart des gens qui connaissent un peu le domaine de la physique, c'est très très improbable qu'on soit les seuls êtres vivants. Et si on est les seuls êtres vivants, mais qu'on peut pas se rencontrer, déjà communiquer ça va être compliqué, mais encore moins se rencontrer, ça veut dire que on n'a qu'une planète. Il y a très peu de probabilité qu'on puisse coloniser les autres planètes. Ce qui veut dire que la planète, faut en prendre vraiment soin. Profondément. C'est pas juste une vue de l'esprit. C'est pas bisounours. Si on est seul dans l'univers, quant à la capacité de pouvoir rencontrer d'autres êtres intelligents ou communiquer avec d'autres êtres intelligents, ça veut dire que notre Terre, qui est quand même assez grande, elle a une valeur intrinsèque absolument essentielle pour nous. C'est profondément notre Terre. Et donc, elle doit être suffisante, parce qu'elle peut pas faire autrement qu'être suffisante. Elle doit nous être suffisante. Parce que si à partir du moment où tu considères que le voyage interstellaire est possible, ça veut dire que tu peux te dire, bon, je vais défoncer ma planète, et quand j'en aurai besoin, j'en coloniserai une autre, que je défoncerai à son tour, et j'en coloniserai une autre, et je défoncerai à son tour, etc. Si on a été visité, il semblerait que ce soit pas le cas. Parce que si on a été visité, nous coloniser et nous pourrir la planète, ça ne semble pas être leur but de base, puisqu'on est toujours là. Et si on peut pas être colonisé, si on peut pas être atteint par d'autres êtres vivants, ça veut dire qu'on n'a qu'une seule planète et qu'il faut en prendre profondément soin, parce que non seulement on en est endémique, mais c'est la seule qui nous est disponible. Et donc, il n'y a que deux alternatives. Soit quand on est visité, le vivant visite, il n'a pas comme projet de défoncer les planètes des autres, soit on peut pas être visité, et il faut bien se rendre compte à un moment donné qu'il n'y a qu'une seule planète, qu'il faut en prendre soin, et que la consommation à tout va, ça n'est pas un projet. Donc, ouais, je suis optimiste dans les deux cas. Oui, je pense que de toute façon, dans ta vision de voir les choses, Starship Trooper n'est pas d'actualité. Ouais, clairement. En tout cas, il y a aucune raison que ça soit le cas. Enfin, c'est super comme l'or, mais un univers isotrope et homogène ne laisse pas la place à Starship Trooper. Mais ça reste une super histoire. On est bien d'accord que tu te bases du coup sur les données scientifiques.
pour l'affirmer. Exactement. Voilà. Et les données scientifiques ne sont pas exhaustives, donc je mets 1%. Très bien. Le pourcent restant, si j'ai bien compris, arrête-moi si je me trompe, c'est, étant donné que la science continue d'évoluer, on ne peut pas être certain à 100%. Voilà. Si en revanche demain, parce que j'attends ta question qui va être, qu'est-ce qui resterait pour tomber à 0%? C'est que demain, on ait la preuve que le supraluminique, intrinsèquement, c'est parfaitement impossible. Quel que soit le sens dans lequel on le prend, la vitesse de causalité et la vitesse absolue, et il n'y a aucun moyen de dépasser la vitesse de la lumière, et que donc, même si on développe un moteur qui a une célérité extrêmement importante, et que donc, dans le référentiel de ceux qui voyagent, le temps a beaucoup moins d'importance. En gros, il est possible de rejoindre n'importe quel point de l'univers à un temps humain, parce que si je m'approche de la vitesse de causalité, je m'approche, je l'atteins pas. Et ça veut pas dire que je peux pas atteindre n'importe quel point de l'univers. Ça veut dire que je peux pas empêcher le temps de passer pendant que je fais mon voyage. En bref, même si je voyage pendant 2 ans et je peux parfaitement en 2 ans, dans mon temps propre, parcourir, je sais pas moi, 1 million d'années-lumière. En attendant, l'univers aura bien vieilli. Enfin, là où j'arriverai, ça aura bien vieilli d'1 million d'années. Bref, je vais pas rentrer dans les détails. Mais tout ça pour dire que si jamais on arrive à prouver qu'en réalité on peut pas dépasser la vitesse de la lumière, que tous les projets d'imaginer des dimensions supplémentaires, etc., c'est voué à l'échec, alors je tombe à 0%. Parce que de toute façon, si une civilisation venait quand même à venir, il est très probable que la vie sur la planète soit déjà terminée quand ils arriveront sur place. Parce que les ordres de grandeur sont trop immenses par rapport aux vivants. Les distances entre les systèmes stellaires et a fortiori entre les galaxies est absolument gigantesque. C'est pas genre la prochaine étoile est à 3 mois lumière ou est à 2 ans lumière. On est sur des ordres de grandeur qui sont beaucoup trop grands. D'accord. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que mes camarades ont des questions à emporter? Oui, je vais quand même me risquer. Tout à l'heure, Clemzy, tu disais que nous avons évolué, nous les humains, pour essayer d'éviter la violence, la colonisation abusive. Si aujourd'hui, en 2026, les scientifiques humains laissent tranquille le peu de peuple qui n'a pas été confronté aux hommes, je veux dire entre guillemets modernes, on comprend, pour justement ne pas déstabiliser ces sociétés-là. Si il y avait la possibilité pour des extraterrestres partis depuis des milliards d'années avec des technologies, des connaissances de la physique que nous ne maîtrisons pas encore, qui aient pu arriver sur Terre aujourd'hui et qui font le choix justement de nous observer sans interagir avec nous pour ne pas compromettre l'évolution des animaux sur Terre, quel serait ton meilleur moyen de le savoir? Il n'y en aurait pas. C'est une thèse irréfutable. Donc il n'y a aucun moyen de tester ça. Donc c'est de la croyance. Et c'est ok. On peut croire qu'effectivement c'est ce qui se passe, parce que ça ressemble à ce qu'on fait. Effectivement, t'as raison. Donc on peut partir du principe que si la vie s'est développée de la même façon que nous, alors il est probable que c'est ce qu'ils font avec nous. Mais toute technologie suffisamment avancée par rapport à une autre en devient quasiment comme de la magie. Eh bien la thèse est irréfutable. Parce qu'il n'y a aucun moyen intrinsèque de le savoir. Si tu fais en sorte de te comporter comme de la matière noire froide, par exemple, donc tu es complètement transparent à tout électromagnétisme, de fait, tu ne peux pas être détecté, de fait, tu ne pourras jamais tester cette croyance, ergo, c'est de la croyance. Mais ça n'enlève rien au fait que ce cas-là,
qui ressemble au genre de choses que nous on fait avec certaines populations qui n'ont pas l'occasion de rentrer en contact avec nous, montre bien que la colonisation et l'extermination n'est pas le but premier. Ce serait par exemple l'observation, ce qui est une bonne nouvelle pour l'évolution de l'être humain qui fait partie du vivant. Ça n'enlève rien au fait que c'est une bonne nouvelle. Mais du coup, ça te maintiendrait à 5%, vu que c'est qu'une croyance. Oui, oui. C'est du domaine de la croyance, parce que là, de fait, il n'y a aucun moyen de le savoir, vu que il me semble que personne ne le sait. Donc soit on le sait, et qu'effectivement on sait que des gens nous observent, et c'est une bonne nouvelle, soit on ne peut pas le savoir, et c'est de la croyance. On n'a rien pour pouvoir le savoir. Et il est vrai qu'un témoignage d'un président des États-Unis ne suffirait pas à te faire bouger autour de cette croyance, par exemple. Ça dépendrait du président, pour être honnête. Ça dépendrait du président. S'il y a un président qui vient me dire on a été contacté par des extraterrestres et ils nous observent, en fait je serais très heureux en fait. Ça me ferait très plaisir parce que ce serait une très bonne nouvelle pour l'humanité, il me semble. Mais à ce moment-là, sur le fait qu'on ait été visité, si ta question c'est sur le pourcentage de la probabilité qu'on ait été visité, ça dépend quel président, de quel pays déjà, et quelles sont les preuves de ce qu'il avance. Mais oui, ce serait Entre deux présidents que je vais citer, lequel pour toi aurait plus de crédibilité à tes yeux? Trump et Obama? Des présidents américains, putain. J'aurais tendance à dire que Obama aurait plus de crédibilité selon moi. Ouais, Obama aurait plus de crédibilité. Trump n'est pas un idiot. Voilà. C'est un populiste. Et ça dépend si c'est le Trump du début, si c'est le Trump actuel, en fait, il y a plein de tenseurs qui vont rentrer en compte. Imaginons, je suis pas au courant si c'est en fait t'as un truc que tu sais que moi je sais pas. Imaginons que Trump ait dit ça. J'ai jamais entendu ça, mais imaginons que Trump ait dit ça. Attendu les Epstein Files et le fait que il essaye de tout faire pour essayer de, je vais pas définir la chose. Le fait que ce soit maintenant, ça me pousserait pas à le croire. En revanche, le débat autour de ça serait passionnant. Et si Obama avait dit ça, est-ce que tu aimerais le savoir? Oh bah oui, ça m'intéresserait. Parce que déjà, je serais pas au courant et ça m'intéresse de savoir les choses. Et puis, ça m'intéresserait de savoir pourquoi il a dit ça. Parce que ce serait très intéressant de pouvoir en discuter. Merci beaucoup, Clemzy. Avec plaisir, Russell. Autre question à emporter? Donné que Russell vient de piocher dans tout le sac des questions à emporter au lieu d'en faire une. Non, j'en ai pas. Je suis désolé. Je ne recommencerai plus. Vilain Russell. Désolé, excuse-moi. Insupportable. Épistémique, t'en as une? Bah moi j'en avais une, mais elle a été en partie répondue. Mais je suis pas sûr en fait, vraiment. Vas-y. Globalement, Clemzy, tu disais en fait, soit ils nous ont visités, soit ils nous ont pas visités. S'ils nous ont visités, leur but c'est pas de nous détruire, en tout cas pas tout de suite. Voilà. Et tu disais c'est une bonne nouvelle, parce que jusque là j'ai à peu près compris le truc, quoi. Totalement. Et en quoi serait-ce une bonne nouvelle? Et si par exemple on imagine qu'ils ne nous ont pas détruits actuellement, et je parle pas de détruire la vie, parce que tu parlais de ça, et si c'est une forme de vie, ils veulent pas détruire la vie, ils veulent peut-être pas se suicider, Suisse. Et mais du coup, si jamais leur but, par exemple, c'est de réussir à leur fin
en perdant le moins de leurs compatriotes, on va dire. En quoi ça serait une bonne nouvelle? Je sais pas si ma phrase est claire, mais... Ouais, si c'est stratégique. Oui, en gros, c'est ça. Est-ce que tu connais la différence entre la stratégie et la tactique? Globalement, l'échelle, la stratégie, Oui, tu peux... globalement l'échelle. On va dire c'est une très bonne réponse. Globalement l'échelle. Si c'était le cas, il me semble que la stratégie amènerait à des tactiques qu'on arriverait à déceler. C'est ma croyance. Mais il me semble que cette stratégie, qui a totalement du sens, amènerait des tactiques qui se verraient. Là, c'est complètement transparent. On a absolument, enfin à ma connaissance, on n'a absolument aucune preuve qui commencerait à peut-être être crédible quant à l'existence des extraterrestres et encore moins de leur tactique de pouvoir nous asservir avec le moins de pertes possible. Faut se rendre compte quand même du vide, et c'est bien normal, intersidéral, des preuves que ils sont là et qu'ils aient la moindre tactique. Si en revanche c'était le cas, bah effectivement on saurait pas à quelle sauce on va être mangé, mais encore une fois, toute technologie suffisamment avancée est du domaine de la magie pour celui qui la découvre, enfin qui est devant le fait accompli. Donc non, ce serait pas une bonne nouvelle. Mais alors pour s'en rendre compte, ça me fait penser un peu aux nucléations de bulles d'univers. C'est pas une catastrophe le fait qu'une bulle d'univers puisse se créer et détruire l'univers au fur et à mesure qu'elle s'étend. Parce que comme elle arrive à la vitesse de causalité, quand ça va t'arriver, tu seras incapable de t'en rendre compte de fait. Bah là, il ne convient pas de stresser pour quelque chose sur lequel tu n'as absolument aucun moyen de te rebeller ou aucun moyen d'influencer quoi que ce soit. Donc voilà, c'est du domaine de la croyance. Et comme c'est totalement hors de notre portée, de nos capacités technologiques, il n'y a aucune raison de se stresser pour ça. Ok. Non, mais bon, après, moi, je parlais pas de se stresser, hein, j'étais juste sur la bonne nouvelle. Oui, tu vois, par exemple, ou imaginer, parce que tu disais on ne voit rien, est-ce que tu vois des éclaireurs qui viennent observer un camp pour tendre une embuscade ou pour permettre au gros des troupes? Je dirais non. Donc, non, voilà. non, mais c'est quand même pas une bonne nouvelle. C'est juste pas de nouvelle. Voilà, et donc c'est du domaine de la croyance, parce que c'est irréfutable. De fait, tu ne les vois pas, mais peut-être qu'ils existent. Effectivement, est-ce qu'un dragon invisible existe dans mon salon, sachant qu'il serait impossible pour moi de réussir à le découvrir? Bah oui ou non, peu importe. De toute façon, c'est de la croyance, c'est irréfutable. Ah non, il n'est pas forcément. Dans l'exemple des éclaireurs, il n'est pas forcément impossible de découvrir les éclaireurs. C'est juste qu'on les a pas découverts encore. Oui, mais dans un cas où on n'a jamais eu la preuve qu'on les a, ça reste irréfutable. Le jour où la tactique se voit, c'est pour ça que je te demandais, j'ai commencé par ça, j'ai commencé un peu loin la réflexion, la tactique finirait par se voir, il me semble qu'elle finirait par se voir, or comme elle n'a jamais été vue, c'est soit que leur système de technologique est suffisamment avancé pour que ça nous soit totalement transparent, et donc c'est irréfutable, soit ils sont pas là. Voilà. Ok, écoute, je te remercie en tout cas. Moi, j'aurais deux petites questions. Je vais terminer par la question la plus importante, évidemment, mais je voudrais juste te poser une petite question à titre personnel. On sort un petit peu du cadre de l'entretien épistémique, mais as-tu dit sciemment le mot civilisation pour voir si j'allais réagir? Non, je me suis même pas rendu compte que j'avais utilisé le mot civilisation. D'accord, je voulais juste voir ça. Ça m'a fait rire, ça m'a fait sourire. Et du coup, comment tu t'es senti? Neutre. Je déteste cette question. Je déteste tellement cette question. Quand il l'a posée, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Mais aussi bien que si on en avait discuté sur un Discord ou voilà, j'ai pas l'impression de passer des entretiens épistémiques en fait à chaque fois. J'ai l'impression juste de discuter. Peut-être que c'est parce que je suis trop précis
et que je source trop mes réflexions et que du coup c'est pas adapté aux entretiens épistémiques. Parce que j'ai pas l'impression de faire preuve de beaucoup de croyances à chaque fois, ce qui sort un peu du cadre. Mais est-ce forcément un défaut? Bah selon moi non, mais pour la plus-value des entretiens que je passe, pour les gens qui écoutent, peut-être un peu quand même. C'est pas très ça apporte pas beaucoup d'informations sur comment je crois ce que je crois. D'accord. Eh ben merci beaucoup. En tout cas, c'était très agréable. Bah écoute, avec plaisir, Terra. Merci à toi. Moi, je suis pas d'accord avec Clemzy. Je suis pas d'accord avec Clemzy. Quand on a des personnes qui arrivent avec des bonnes raisons de penser ou de croire ce qu'ils pensent, c'est plutôt hyper intéressant, à la fois pour eux-mêmes de confirmer qu'ils ont des bonnes raisons, et pour ceux qui n'avaient pas forcément de bonnes raisons, de s'y confronter. Donc non, moi je trouve que les entretiens que tu passes, Clemzy, ils sont intéressants, peut-être pas pour toi, mais en tout cas pour ceux qui te font passer les entretiens et pour ceux qui les observent, bah de découvrir quelles sont les raisons que tu as de penser ce que tu penses. Non, c'est pas que c'est pas intéressant pour moi, c'est que j'ai toujours peur qu'en fait ce soit ennuyeux pour les gens qui écoutent, parce que en général, quand je réécoute les entretiens épistémiques et que j'en ai passé, je trouve toujours que mon entretien c'est le moins intéressant de tous. Après, c'est peut-être parce que ça fait 42 ans que je vis avec moi et que j'en ai marre. Mais j'ai l'impression que ça apporte assez peu de plus-value. C'est plus informationnel que épistémologique. Voilà, c'est juste une remarque comme ça. Mais je comprends ton argument. C'est vrai, dans l'absolu, c'est peut-être un biais. Qu'est-ce qu'il y a de pas épistémologique à essayer justement à sourcer d'où tu penses que tu penses? Pour moi, ça l'est totalement. Bah parce que la seule fois où j'ai pas fait preuve, enfin une des seules fois où j'ai pas fait preuve de réflexion sourcée, c'est la fois où j'en ai plus appris sur moi-même. Ah, d'accord. Mais par contre, là, tu te places par rapport à toi-même et pas par rapport à ceux qui écoutent. Ok. D'accord. Oui, non, mais ça se tient. Et juste un petit truc, parce que excuse-moi, Terra, Russell a rebondi, mais moi, tu vois, il y a des fois, il y a le truc aussi, les entretiens, ça serait pour confronter ou je sais pas quoi. Tu sais, il y a plein de trucs. Alors, c'est possible, mais je veux dire, c'est pas que ça, quoi. Et c'est pas forcément enfin voilà, c'est vraiment fait pour faire réfléchir, et peu importe que ce soit bien sourcé, pas sourcé ou n'importe, il y a plein de raisons, et généralement c'est toujours intéressant, quoi. Oui, bien sûr. Mais il se trouve que moi, la fois où j'ai été le moins, où j'ai fait preuve le plus de croyance, et donc de me prêter au jeu de l'entretien épistémique, c'est la fois où justement ça m'a permis personnellement de me dire là j'ai fait une erreur. Mais c'est pour ça que c'est bien les lives épistémiques, c'est que même pour quelqu'un qui a l'habitude, enfin moi ou d'autres, qui a l'habitude de réfléchir de façon allez, on va dire c'est zététique, non, c'est pas de la zététique, mais ouais, rationnel, encore que ça voudrait dire que les autres sont irrationnels. Bref, une des seules fois où j'ai pas lié la logique objective sur ma réflexion, bah je l'ai vu direct. Enfin, c'est pas moi qui l'ai vu direct d'ailleurs, c'est toi, Russell, qui l'a vu direct, mais c'est intéressant. Après, tu as peut-être le même problème que moi, c'est qu'on s'auto-soule. Hein. Exactement, c'est ça. Je te partage une petite info, Clemzy. Alors je sais pas, je veux pas prendre le live en otage parce que je vais vous laisser tranquille tout de suite après. Justement, Obama a déclaré dans une interview récente des propos, en tout cas il a affirmé des choses sur les extraterrestres qui a mis en ébullition le monde conspi et le monde des ufologues. Ah ouais. C'est pour ça, je t'invite à aller faire. Ouais, je t'invite à. Là, je l'ai pas en source sous la main, mais tu devrais le retrouver très très rapidement. Ouais, il a déclaré des trucs qui ont. Ça a popé dans le monde conspi et de l'ufologie. Je serais ravi que tu me fasses un retour en privé sur ce que tu en déduis. Parce que moi, j'ai mon opinion là-dessus. Je pense que tu auras la tienne et vraisemblablement, vu ce que tu as dit pendant ton entretien épistémique, on devrait pas tomber très loin l'un de l'autre au niveau d'un accord sur ce que tu en penses. Alors moi, je vais te dire la seule chose que je connaisse des déclarations d'Obama, c'est qu'une fois il a dit que
il était vraiment sérieux dans le fait de dire que il y a des objets volants non identifiés, enfin des phénomènes volants non identifiés qui existent, mais à aucun moment il a dit qu'ils étaient d'origine extraterrestre. Mais que parce que je me souviens qu'il parlait des renseignements et que clairement il y a des observations de choses qui ont été faites et que pour l'instant on n'arrive pas exactement à savoir ce qu'on a observé. Mais ça veut absolument pas dire que ça ressemble à des choses qui ne sont pas endémiques à la planète Terre, mais que c'est pas endémique à la technologie américaine par exemple. Et ça, je comprends que ça ait mis le feu. Si c'est de ça dont on parle... Non, c'est pas de ça dont on parle. Ah ok, ah bah alors c'est quelque chose que je connais pas. Ouais, et puis je pourrais pas reprendre exactement parce que justement, je ne suis pas assez calé sur ce qu'il a dit. J'ai oublié, j'ai vu le passage de l'interview, j'ai vu les réactions des gens. C'est quelque chose d'autre, mais je te laisse m'en faire un retour en privé, d'aller voir si tu retrouves, et si tu retrouves pas, je te l'enverrai quoi. Ok. Et justement, je crois qu'il est allé plus loin dans cette démarche et c'est ça qui a intrigué beaucoup de gens. Ok. Ouais, bah, je crois l'avoir vu, celui-là, on en discutera, Russell. Ça m'intéresse. Bon, en tout cas, merci Clemzy. Merci à vous. Voilà. Et rassure-toi, non, c'était intéressant. Voilà. Enfin, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Peut-être que toi, tu t'es fait chier par. Non, je me suis pas fait chier. Je fais une projection de ce que les gens vont en penser plus qu'autre chose. Ouais, bah écoute, tu vois, en tout cas, il y a plus de monde qui regarde le live. Finalement, ils doivent aimer ce que tu dis. Voilà. En tout cas, je te remercie encore. Et puis, bah, je te dis peut-être à tout à l'heure si tu remontes à la fin du live, quoi. Ouais, je vais redescendre pour laisser la place. Ok. Allez, ciao.